comme un frissonnet ou un mécaresse. Pour qui ou pas qu'à passer, plus souvent, pour qui ou pas qu'à... Estimant que le Congo était en crise, une crise gravissime, multiforme, multidimensionnelle, nous avions depuis 2012 proposé, demandé, appelé à la convocation d'un dialogue national inclusif. Nous n'avons donc pas attendu maintenant pour en parler. Depuis donc des années, nous le demandons au pouvoir en place. Nous avons fait un mémorandum sur la crise du Congo. Nous avons évoqué cette question du dialogue dans toutes les conférences de presse que nous avons organisées, au point où même la presse congolaise a commencé à se fatiguer, à nous dire « vous nous fatiguez avec votre dialogue ». Nous avons rencontré le Premier ministre, Clément Mwamba, sur cette question du dialogue, en lui laissant un document qui indiquait notre façon de voir le dialogue, qui montrait quelle était la nécessité et l'urgence de tenir ce dialogue. Nous avions écrit au président de la République à ce sujet. Et voici que, ces derniers temps, le pouvoir qui est resté pendant des années très très indifférent, nous narguant pratiquement, nous prenons un peu comme des hommes qui viennent on ne sait pas d'où, de quelle planète, de quel Congo parle-t-il, parce que pour eux il n'y avait pas crise. Le pouvoir, entre-temps, a mis en place un organe, en application d'ailleurs de la Constitution, un organe qu'on appelle le Conseil national du dialogue. Comme d'autres organes, Conseil national de la jeunesse, Conseil national des femmes, Conseil national des sages, etc., qui sont tous des organes consultatifs prévus par l'actuelle Constitution. En ce qui concerne le dialogue, donc, le Conseil national a été mis en place, structuré, et des textes ont été pris, je crois des décrets, qui indiquent l'organisation et la composition du Conseil national du dialogue. C'est ainsi que nous avions, le 8 octobre, reçu une lettre du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, M. Martin Berry. L'essentiel, non pas se faire comme nous le remarquons parfois, il s'agit du dialogue. Posez-nous des questions là-dessus. 30 minutes devraient suffire pour écouter, échanger avec nous. Donc, la parole est du côté de la presse. En suivant votre mot et ce que vous avez présenté au Conseil national du dialogue, nous constatons que vous avez suffisamment proposé. Vous avez suffisamment proposé. Même là où j'étais assis, je me suis dit, tiens, est-ce que le pouvoir en place va accepter toutes ces conditions? Maintenant, ma question est celle de savoir, au cas où le Conseil national du dialogue, ou le pouvoir en place, comme vous venez de le dire, parce qu'ils sont au nombre de 156, si ma mémoire ne me trompe pas, au sein de cette institution. Au cas où ils n'acceptaient pas vos conditions, participerez-vous à ce dialogue qui pointe à l'horizon ou vous ne prendrez pas part à ce dialogue? Parmi vos propositions, je n'ai pas entendu celle de vos amis qui exigent la libération des prisonniers politiques. Donc pour vous, il n'y a pas de prisonniers politiques et ces prisonniers ne peuvent pas participer à ce dialogue. Merci. De la télévision nationale congolaise. Je me dis déjà, avec de telles propositions, c'est déjà un refus de dialogue. Parce que, comment avoir un dialogue, vous avez déjà proposé, vous avez déjà des conditions.
Or, lorsqu'il s'agit d'un dialogue, vous dialoguez avec les autres et vous trouvez intérêt d'entendre. Déjà, vu ces propositions, comme l'a dit mon prédécesseur, le Radio Brazza, c'est déjà un refus de dialogue. La deuxième préoccupation, vous avez fait des propositions aussi concernant la période de transition, le gouvernement de transition. Est-ce que c'est une manière de dire que ce dialogue pour vous, c'est comme si vous nous ramenez encore à la fin des années 89, des années 80, avec la conférence nationale souveraine. Et nous connaissons ce qui s'est passé bien après. Il y a eu la conférence, le gouvernement de transition, la deuxième transition qui a été mise en place, et nous connaissons les fruits de cette conférence. Et à la fin, ce qui est arrivé dans les années 92. Peut-être que vous étiez aussi parmi les acteurs forts de cette République, et vous connaissez ce qui s'en est suivi bien après. Monsieur le Président, vous avez fait également des propositions concernant le vice-président, concernant ce gouvernement de transition, qui a une forte majorité de l'opposition. Mais il fait une forte personnalité de l'opposition. Et dans ces fortes personnalités de l'opposition, est-ce qu'il s'agit de la vieille classe des personnalités dont vous faites état ou de la nouvelle classe de l'opposition? Est-ce que dans ce gouvernement où il y aura une forte personnalité de l'opposition, maintenant dans cette forte personnalité, est-ce que c'est une vieille classe ou une nouvelle classe dans l'opposition dont vous faites état? Maintenant, parce que chez les autres, on parle de la force montante. Et chez vous, on parle de quelle force? Et dans le futur gouvernement de transition, Monsieur le Président, le vice-président, est-ce que vous avez quelques promotions de ministère en ce qui vous concerne? de Radio Congo. Monsieur le Président, par intérim, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a quelques propositions que vous avez énumérées. Plusieurs fois, vous avez opté pour la politique de la chaise vide. Alors, pourquoi aujourd'hui vous changez de position? Deuxième question. Monsieur le Président, par intérim, est-ce que vous constatez qu'il y a une crise, étant donné que vous avez un président élu? Vous ne reconnaissez pas qu'il est président aujourd'hui? Pour dire ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que, en dernier moment, si votre président, j'espère que vous avez eu l'avis de votre président, parce que de temps en temps, le président n'est pas d'accord avec ce gouvernement, n'est pas d'accord avec la politique actuelle du gouvernement, mais est-ce qu'aujourd'hui, si Mathias Ndjon est devant vous, il va confirmer les mêmes propos que vous avez dit tout à l'heure? Edouard Silamine, journaliste à Radio Congo. J'ai quelques questions. Quand je vous ai suivi, vous parlez, vous insistez sur... déjà, il faut vous encourager, puisque maintenant vous acceptez d'aller au dialogue, c'est une bonne chose. Et cela suppose que vous avez révisé vos positions. Vous avez compris que l'opposition doit également jouer son rôle pour que le pays aille de l'avant. Donc, de ce point de vue, je vous dis, je vous encourage. Mais ma préoccupation, c'est en ce qui concerne la transition. Parce que vous pensez que quand ce dialogue va se tenir, à la fin, il faudrait qu'il y ait une période de transition. Est-ce que la transition veut dire que vous allez remettre en cause les institutions actuelles, y compris donc le Conseil national du dialogue, qui aura la mission d'organiser ces assises? La deuxième préoccupation, c'est les délais. Vous insistez, vous pensez que ça devrait se tenir s'il y a dialogue inclusif. Il faudrait que tout se tienne avant la fin de cette année. Est-ce que vous pensez que ces délais sont raisonnables? J'ai retrouvé le retour en boucle d'une même interrogation. Et cette interrogation me ramène à l'information qui nous a été rapportée, à savoir
que la mouvance présidentielle a été instruite pour dénoncer le document du collectif relatif aux propositions sur le dialogue et surtout que des instructions ont été données pour tout faire pour amener le collectif, pour pousser le collectif à dire oui, non, nous ne partirons pas à ce dialogue-là. Nous retrouvons ça à travers ces interrogations. Premièrement, on veut séparer le collectif de son président, Mathias Nzon. On nous demande, est-ce que votre président cautionne ce que vous venez de dire? Mais, cher ami, mais nous sommes des partis responsables. Moi, je représente ici l'UPRN. Donc, le parti de M. Mathias Nzon. Je vous apprends que cette réunion se tient au domicile de M. Mathias Nzon. C'est la preuve la plus palpable que M. Mathias Nzon partage totalement, intégralement tout ce qui vient d'être dit. Nous ne faisons rien. Nous sommes des démocrates. Nous ne faisons rien sans concertation entre nous. Ce que nous rendons public a déjà été discuté plusieurs fois entre nous et a fait l'objet d'un consensus de tous ceux qui sont là, de tous les partis du collectif, y compris l'UPRN, le parti de M. Mathias Nzon. Ne cherchez donc pas à opposer le collectif à son président. Il est de tout cœur avec tout ce que nous venons de dire et de tout cœur avec ce que nous allons dire. Voilà pour la question de nos amis de Télé Congo. Si M. Mathias Nzon, ce n'est pas la première fois, je vous dis, cher ami, ce n'est pas pour vous blesser, que nous avons déjà entendu ça. On a dit quelque part, est-ce que la transition que Mukwege propose là, est-ce que c'est la même que propose Nzon Mathias? Quelque part là-bas. Exactement, la même chose. C'est la même question. Oui, je vous dis que la transition que propose Mukwege, c'est exactement la même que propose Mathias Nzon. Bien. Cela dit, je voudrais répondre à la chère dame de Radio Congo qui dit « Maintenant, vous avez accepté d'aller au dialogue, madame. » Pour votre gouvernement, je voudrais vous rappeler que tout ce qu'il y a eu dans ce pays comme dialogue l'a toujours été à l'initiative de l'opposition. Jamais, jamais, jamais à l'initiative du pouvoir. Au contraire, le pouvoir, dans un premier temps, tente d'empêcher le dialogue, mais après, il récupère le dialogue. Je vais vous donner quelques exemples. En février 2009, l'opposition, toutes tendances confondues, s'est réunie en états généraux au palais du Congrès. À l'issue des états généraux de l'opposition, de l'ensemble de l'opposition, nous avons créé ce que nous avions appelé à l'époque le front des partis de l'opposition congolaise. Et la première revendication de ce front a été la convocation d'un dialogue inclusif pour résoudre la question de la gouvernance électorale. C'est l'opposition dans sa globalité, dans sa totalité, qui a fait pour la première fois
la proposition d'un dialogue inclusif au pouvoir. Le pouvoir a refusé. En 2009, avant l'élection présidentielle, l'opposition a relancé, le Front des partis de l'opposition congolaise a relancé sa proposition de dialogue. Oui, et il y a eu des négociations à la primature sous la direction de M. Mvouba, qui était à l'époque Premier ministre. Il y a eu des rencontres entre l'opposition et le gouvernement sur les modalités d'organisation du dialogue. Mais nous ne nous sommes pas entendus, mais parce que le pouvoir voulait nous imposer sa façon de voir le dialogue. Il avait déjà tout préparé, tout. Nous proposions, comme nous le faisons aujourd'hui, que le dialogue soit préparé de façon consensuelle, de façon équitable, par une commission mixte composée de l'ensemble des acteurs de la classe politique. Mais le gouvernement s'est opposé à cela. Malgré cela, lorsque nous nous sommes retrouvés sur le présidium, bon, nous proposions que le dialogue soit dirigé par une personnalité de la communauté internationale. Ils nous ont dit, mais non, nous sommes entre nous Congolais, pourquoi voulez-vous que les étrangers viennent diriger là? Bon, on va choisir quelqu'un de chez nous. On a dit, d'accord. Et ils nous proposent, à l'époque, le défunt président Obama Itou. Mais nous, on leur a dit, mais Obama Itou est membre du bureau politique du PCT. Ils ont dit, non, il est président du Sénat, donc le Sénat, c'est un cas, représente tout le monde. Nous avons dit, bon, d'accord, pour ne pas bloquer les choses, d'accord, mettez-le là. Mais la vice-présidente doit être assurée par nous. Oui, ils ont dit, d'accord. Nous avons proposé Madame Niali. Ils ont dit, non, pas elle. Mais tout sauf elle. Tout sauf elle. Et nous avons dit, mais quand vous avez proposé le vénérable Obama Itou, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est vous qui l'avez choisi. Mais nous, le nôtre, c'est nous qui devons le choisir. Ce n'est pas à vous de choisir. Ils ont dit, non, pas elle. Un point de friction. Deuxième point de friction, c'est l'ordre du jour. On arrive à l'ordre du jour. Nous, on a proposé des points précis qui posaient les vrais problèmes du Congo. Mais ils ont refusé. Ils nous ont trompés. Ils ont dit non. Nous avons pris en compte vos propositions. Les autres sont déjà, on nous attend déjà au palais du Parlement dans la salle. Le dialogue va commencer. Allons-y. Nous avons dit, pour aller, nous devons d'abord voir l'ordre du jour. Nos amis de l'UPADES, qui à l'époque étaient avec nous au front, qui étaient députés, qui étaient déjà dans la salle, nous ont dit, oh là là, l'ordre du jour qu'on nous a distribué ici, c'est exactement le même que vous avez rejeté. Ils n'ont rien changé. Nous, on a dit, dans ces conditions, nous, on ne va pas. Alors, madame, pour ne pas s'éteindre, c'est pour dire, et par la suite, il y a eu Evo. Mais Evo, mais c'est encore sur l'initiative de l'opposition. D'Olizy, c'est sur l'initiative de l'opposition. Donc, l'opposition a toujours... ne dites pas que maintenant, vous avez accepté d'aller au dialogue. Non, c'est nous qui avons toujours appelé le président de la République à convoquer le dialogue. Et si nous n'allons pas, c'est pas parce que nous pratiquons la politique de la chaise vide, non, madame, mais parce que nous sommes des hommes politiques majeurs. Nous ne sommes pas des gamins politiques qu'on vient rouler. Le pouvoir a déjà tout fait. Regardez par exemple, on l'a dit, la composition du Conseil national du dialogue. Vous voyez, il y a 245 membres désignés et membres nommés. Sur les 245,
l'opposition dans toutes ses tendances n'a que 29. Madame, ça c'est quel type de dialogue? Dites-nous. C'est quel type de dialogue? Mais on sait comment les choses se passent. Ils vont être plus de 200. Nous ne sommes que 29 dans la salle. Et quand nous allons arriver, tout se décide à la majorité, mais tout ce qu'ils auront décidé va passer comme une lettre à la poste. Et vous nous demandez, en tant qu'homme politique mûr, mature, vous nous demandez d'aller avaliser une telle mascarade. Et vous appelez ça de la chaise vide, madame. Nos amis de la griffe, merci parce que de temps en temps, nous lisons nos déclarations dans leur journal. Ils se posent la question de savoir, mais vous avez énuméré beaucoup de propositions, mais nous n'avons pas entendu une seule proposition sur la libération des prisonniers politiques. Non, cher ami. Attendez, nous avons dit le dialogue doit porter sur la préoccupation majeure aujourd'hui des Congolais. Quelle est cette préoccupation? Le pays est au bord du gouffre. Il est dans un coma. Regarde la caméra aussi. Il est dans un coma profond. Les Congolais souffrent. Nos étudiants que nous envoyons à l'extérieur ont déjà fait plus de 2 ans sans bourse. Ils vivent une situation épouvantable. Les retraités de la crève vivent une situation épouvantable. Les fonctionnaires qui émargent au budget et de transfert accusent certains de 5 à 30 mois d'arriérés de salaire. Les Congolais souffrent. Aujourd'hui, aller à la morgue, il y a trop de morts. Les Congolais meurent de pauvreté. Donc le problème aujourd'hui, c'est la crise. Comment sortir de la crise? C'est pourquoi nous avons dit, face à la gravité de la crise, nous proposons que le dialogue se tienne sur le thème la crise multidimensionnelle qui mine le Congo, solution de sortie. Et nous avons dit, l'objectif, il y a un double objectif. C'est d'abord éteindre l'incendie qui menace de brûler, d'embraser le Congo. Mais aujourd'hui, la tension est partout. Les gens sont mécontents. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout moment. Nous disons, ne recherchons pas l'embrasement, recherchons l'apaisement. Or, l'apaisement vient avec le dialogue. Nous disons donc, il faut que le dialogue se tienne sur le thème de la crise et que le dialogue se penche sur les solutions à élaborer et à mettre en œuvre pour sortir notre pays de la crise actuelle, pour sortir les Congolais de la pauvreté, de l'extrême pauvreté dans laquelle nous pouvons les plonger aujourd'hui. Voilà l'objectif. Maintenant, nous avons dit pour faire ça, on a dit il y a un thème général, la crise. Mais il y a des sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la crise sécuritaire et le retour à une paix véritable sur l'ensemble du territoire national, sur le territoire du pôle en particulier. Mais dans ce sous-thème-là, parmi les problèmes à traiter, il y a le problème de la crise du pôle, mais il y a aussi le problème de la libération des prisonniers politiques. Mais c'est dans ce cadre-là que nous allons poser le problème de la libération. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ne sont plus reconnus. Mais si on veut apaiser le climat, il faut résoudre ça. Il faut lever ces mesures liberticides-là. Donc, chers amis, nous avons pris en compte ça. Ça fait partie du premier sous-thème, la crise sécuritaire et le retour à une paix véritable.
Il y a un, et d'ailleurs je le remercie d'avoir posé cette question, parce que j'ai suivi une émission sur Vox TV, l'animateur. Mais l'animateur dit, oui, mais il y en a qui parlent d'une commission mixte qui va organiser, mais vous voulez nous ramener à la conférence nationale. Non, nous avons dit que la crise que traverse le Congo aujourd'hui est très, très, très grave, parce qu'elle a des conséquences tragiques, dramatiques sur le vécu quotidien des Congolais. Et que pour sortir de cette crise, il faut l'engagement de tous les Congolais. Mais puisque ceux qui ont plongé le Congo dans ce chaos ne peuvent pas seuls trouver des solutions pour le sortir. Donc il faut que tous les Congolais oublient ce qui nous divise pour ne retenir que ce qui nous unit, pour qu'ensemble, chacun avec sa sensibilité vienne dire, moi, dans tel domaine, sur le plan social, je veux qu'on fasse ceci, ceci. Sur le plan tata, je veux qu'on fasse ceci. Sur le plan sécuritaire, je veux qu'on libère les prisonniers politiques. Sur tel plan, voilà. Aucun Congolais ne doit rester au bord de la route. Tous les Congolais doivent être impliqués dans la recherche des solutions pour sortir notre pays du chaos actuel. Voilà. Hein? Bon, pour ne pas monopoliser la parole, je laisse les... Je pense que il faut qu'on réalise tous, puisque nous sommes tous des Congolais, que le pays va vraiment mal. Et il faut peut-être qu'on cesse de se gargariser des mots parfois trop creux, des mots pour lesquels qui n'ont même aucun sens réel en vérité. Nos amis de Télé Congo, par exemple, disent, aujourd'hui on parle de la force montante, et vous êtes où? Écoutez s'il vous plaît. Est-ce que nous connaissons le contenu même de la force montante? Est-ce que ceux qui parlent même de force montante savent en réalité ce qu'ils veulent exactement? Nous avons cette culture du mot, en fait souvent creux, mais qu'on martèle à tout instant pour se faire plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire force montante? Qu'est-ce que ça veut dire vieille classe? Qu'est-ce que ça veut dire nouvelle classe? Mais c'est des mots en réalité creux. Dans la gestion de la cité, ce sont les idées, les valeurs qu'on propose pour le bien-être de la population. C'est ça la politique en réalité. Et vous savez bien que là-dedans, vous avez des gens âgés qui ont des idées progressistes ou des idées rétrogrades. Nous avons des jeunes qui ont des idées progressistes et des idées rétrogrades. Il n'y a pas un problème de jeunes, de vieux, de force montant, tout ça. Ce sont les valeurs. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Il n'y a pas un Dieu qui a solution à tout. La crise est là. On doit se retrouver pour qu'on sauve encore ce qui peut être sauvé dans notre pays. Ça, c'est très important. Je voudrais simplement dire que lorsque j'écoute certains frères, quelle que soit leur position sociale, ici c'est les journalistes, je me pose la question de savoir si franchement nous percevons la crise de la même manière. J'ai l'impression, nous devons vous dire, nous voulons défendre le pays et son peuple. Mais il y a malheureusement parmi nous ceux qui défendent le pouvoir et la conservation du pouvoir. Et ça, c'est grave. La voie pour obtenir le pouvoir, pour gagner le pouvoir est connue. C'est la démocratie. Elle est mauvaise au Congo, elle n'existe pas au Congo. Nous faisons aussi des dialogues pour que nous retrouvions la voie normale. L'acquisition du pouvoir aujourd'hui, la démocratie actuelle au Congo, elle n'existe pratiquement pas.
les élections ne sont pas des vraies élections. Elles ne sont ni équitables, ni justes, ni transparentes, vous le savez. Alors, le but du dialogue, c'est aussi cela. La crise électorale, il faut qu'on la règle pour que le peuple congolais choisisse librement et souverainement ses dirigeants. Donc la question n'est pas de chercher à défendre le pouvoir à tout prix. Il faut regarder le pays, ce qu'est devenu le pays aujourd'hui. Franchement, nous n'avons pas tous le même intérêt à faire que le pays s'arrange. Ceux qui défendent le pouvoir parce qu'ils ont quelques petits avantages qui tombent aujourd'hui. Franchement, ça va durer combien de temps? Et leurs enfants, et leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils en font? Non, mais faisons pas comme ça. Mettons-nous tous ensemble, les journalistes, les hommes politiques, ensemble pour trouver des solutions à cette crise. La crise est grave. Voilà ce que je voulais dire de manière générale, parce que les questions tentent à montrer que, franchement, tout le monde ne comprend. Sauf à faire exprès. Défendre quel pouvoir? Quand même. S'agissant de la conférence nationale souveraine à laquelle on fait allusion, on donne l'impression que la conférence nationale souveraine aura été une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose, la conférence nationale? L'histoire du Congo retiendra que la conférence nationale aura été une mauvaise chose? Lorsque des journalistes nous disent, un journaliste nous dit, vous avez vu ce qui est arrivé après. Une manière de dire, c'est à cause de la conférence nationale souveraine que nous en sommes là. Est-ce que franchement on peut proclamer une telle chose? C'est pas possible. La conférence nationale aura été un grand moment de l'histoire de notre pays. C'est à cette occasion qu'on a instauré la démocratie dans notre pays, tirant les leçons des 30 premières années de gestion de notre pays. Et aujourd'hui, des années sont passées. On a le droit de regarder le pays, de se regarder, de dire où est-ce que nous en sommes. Voilà ce que nous avons dit à la conférence nationale, et aujourd'hui nous sommes où? On n'a pas le droit de faire comme ça, aujourd'hui? Non. Ce n'est pas... On prend ça comme exemple et on a peur. Lorsqu'au début nous avions dit, quand en 2012 nous avons lancé l'idée du dialogue, que nous appelions à l'époque organiser les États généraux de la nation, tout le monde a pris peur. Ah, les États généraux de la nation. Après nous avons précisé en disant non, ce n'est rien d'autre qu'un dialogue national inclusif. Pour apaiser les choses. Parce que le mot États généraux, ça fait peur. Et nous disons, depuis, dialogue national inclusif. Nous devons nous retrouver. Pourquoi donc ne voyons-nous pas le pays avant de regarder la question de la conservation à tout prix du pouvoir? Qui a duré quand même, non? Non? Bon, alors. Il y a une question sur le délai. La question est raisonnable en disant, vous demandez à ce que le dialogue ait lieu avant la fin de l'année 2019. Est-ce que c'est raisonnable? Je voudrais seulement rappeler que nous le demandons depuis 7 ans. Nous demandons ce dialogue depuis 7 ans. Et il n'est pas venu. Et il vient, enfin il semble venir, à moins de 2 ans des prochaines élections présidentielles, je crois. Moins de 2 ans, puisque c'est 2021. Moins d'un an, pratiquement. Or, on vous a rappelé le programme du Conseil national de dialogue, qui nous amène jusqu'à la fin 2020. Donc, à quelques 3 mois des élections, ou 4 mois, 3 mois d'ailleurs, parce que c'est mars 2021, à 3 mois des élections présidentielles. Alors nous allons attendre à 3 mois pour tenir le dialogue tel que nous le voulons. Alors que les Congolais meurent de... Tout ce temps-là, on prend tout ce temps, dit-on, pour consulter. Et le vrai dialogue lui-même, quand même, ça fait quoi? Donc, quand nous demandons, c'est vrai, votre question est pertinente. Nous sommes en décembre, oui, pratiquement en décembre, oui. Fin novembre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Bon, nous sommes prêts. Depuis longtemps, nous sommes prêts.
Et ils nous entendent, ils savent depuis longtemps. Le pouvoir sait ce que nous voulons, ce que le collectif dit depuis des années. En tout cas, si nous le voulons, il est possible de tenir un tel dialogue avant fin décembre. Si on le veut. Si on est vraiment déterminé. Dans tous les cas, le problème est celui-ci. C'est de tenir le dialogue le plus tôt possible, maintenant qu'on a pris trop de retard. Même si ce n'est pas en décembre comme nous le disons, mais qu'on le tienne le plus rapidement possible, qu'on n'attende pas à quelques jours des élections présidentielles pour ramener tout le débat sur la question de l'élection présidentielle. Ce n'est pas de cela dont les Congolais se nourrissent quand même. Donc, c'est pour montrer simplement l'urgence de la question que nous avons dit qu'il faut que ça se tienne avant la fin de l'année. C'est pour montrer l'extrême urgence. Maintenant, les oppositions. On nous pose la question, est-ce que toutes les oppositions vont penser la même chose? Malheureusement pour le Congo, l'opposition n'est pas unique. Il y a le collectif des partis d'opposition que nous sommes une opposition dont les points de vue sont connus. Il y a une opposition qui est formée autour de notre frère Satima Mabiala, qui a été désigné par décret présidentiel, chef de l'opposition. Nous ne sommes pas avec lui. Nous avons dénoncé cette façon de faire qui donne l'impression que le pouvoir choisit le chef de l'opposition. Non, c'est l'opposition elle-même qui, à la limite, devrait désigner son chef de file. Et puis quand on fait allusion à la représentation au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale, etc., je vous assure, ça fait rire quand même un peu. Parce que, voyez-vous, nous venons de le dire, ces élections ne sont pas des vraies élections. Si chacun de nous voulait faire comme ça, on aurait pu dire, donnez-nous quelques députés, on nous donne 2 ou 3. Donnez-nous quelques députés, si on donne... C'est une distribution politique. Vous le savez bien. C'est pour cela que ce n'est pas que nous soyons contre la personne de Satima Mabiala, mais nous sommes contre cette façon de désigner. Nous ne sommes pas d'accord depuis que les élections se soient passées de cette manière, que les députés soient comme désignés de cette manière. Nous le refusons. Nous le disons depuis longtemps. Mais c'est une opposition. Ils sont un certain nombre de partis, c'est lui qui nous dirige. Il y a aussi la fédération, constituée par le FROCAD, c'est le FROCAD, non? FROCAD, l'IDC et la branche GM3M, qui forment la fédération. Donc, nous sommes plusieurs milieux de l'opposition. Bien sûr, du point de vue du combat politique, du point de vue du combat pour la démocratie, on aurait souhaité, on aurait voulu que l'opposition soit, à des moments difficiles comme celui, soit unique. Nous avons tenté de le faire, vous le savez. 2014, 2015, 2016, en créant le FOCAD. C'est un rassemblement de plusieurs plateformes politiques. Hélas, qu'est-ce qui s'est passé à la veille des élections présidentielles? Alors que nous disions que nous sommes contre le changement de la Constitution. Pas de changement de la Constitution, pas de 3e mandat pour le président Sassou. C'est ce que nous disions tous ensemble à l'époque. Il se trouvait que un référendum a eu lieu, une constitution que vous connaissez, j'allais dire, nous a été imposée, non? Imposée, c'est le mot qui convient, imposée. Et à l'issue de ça, une élection présidentielle est annoncée. Un certain nombre de camarades, des leaders politiques, qui pensaient qu'on ne pouvait pas aller aux élections comme nous, avant qu'on ait réglé la question électorale, par exemple, sont quand même allés. Et nous leur disions, mais vous allez faire quoi là-bas? Les résultats sont déjà connus. Ah, nous allons quand même. On va gagner. On va gagner. On va lui montrer qu'on peut le battre. Les résultats sont connus là. Et le résultat, c'est que certains camarades qui étaient des candidats valables, qui ont eu des voix importantes, le résultat, c'est que ce n'est pas eux qui sont passés, au contraire, ils se retrouvent en prison. Ce n'est pas bien. Et à ce sujet, croyez-nous, nous sommes contre cela. Le collectif est contre l'arrestation des hommes politiques pour des raisons politiques. Nous y sommes fondamentalement contre.
Et je voudrais vous dire qu'à l'occasion de pas mal de conférences de presse qu'on a faites ici, nous avons demandé la libération des prisonniers politiques. On l'a dit plusieurs fois. Sauf que la situation, comme l'a dit le président Hello tout à l'heure, la question, la crise du Congo est telle que si un vrai dialogue est proposé, tel que nous le proposons là, de ce fait, nous pensons que ça règle fondamentalement cette question-là. Mais si l'on dit, président Sassou, tant que tu ne libères pas un tel et tel, pas de dialogue, c'est un bon prétexte pour ne jamais aller au dialogue. Mais nous savons que la solution, on l'a dit, est dans le dialogue. Donc nous ne sommes pas pour que des camarades. Nous l'avons dit. Vous pouvez retrouver des conférences de presse, je crois que même la presse peut le témoigner. Nous l'avons déjà demandé à pas mal de conférences de presse. Donc il y a plusieurs oppositions. Nous ne pouvons pas avoir le même point de vue, y compris en ce qui concerne le dialogue. Il n'est pas sûr que nous ayons le même point de vue. Parce qu'il y a des oppositions qui... Le CENI ne manque pas. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors, on les laisse. Vous voyez? Donc, c'est ça la question. On ne peut pas avoir le même point de vue, hélas. Président Luceni, s'il te plaît. Oui. Nous avons été malheureux. Nous avons reçu une première fois le représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Fall, c'est ça? Fall, Luceni. Luceni Fall. Il y a quelques mois, il a été reçu à la Fédération, au PCT aussi, et à nous. Et son point de vue, c'est toujours de nous demander aller au dialogue sans préalable. Nous avons compris que ce monsieur n'est pas venu pour aider le Congo. Et nous avons dû écrire contre lui au secrétaire général des Nations Unies pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec votre représentant qui est ici. Recadrez-le. Et il se trouve que cette fois, il est revenu, il a reçu la fédération, je crois, il a reçu le PCT, il a reçu l'opposition de Tati Mabiala. Il a reçu le secrétaire permanent du dialogue. Le secrétaire permanent du dialogue. Et nous attendions en tant que collectif qu'on nous appelle. On n'a jamais été appelé. Il nous a écartés et il maintient sa position de dire nous conseillons aux Congolais, aux hommes politiques d'aller... Nous disons solennellement aujourd'hui, très franchement, que les Congolais sont assez majeurs, assez mûrs pour trouver quelles sont les vraies solutions de leurs problèmes. On n'a pas besoin de M. Fall pour venir nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Il y a encore un autre.